Nouvelles étapes de franchie pour Holosolis. Les porteurs de projets ont obtenu 2 nouveaux feux verts, le permis de construire et l'autorisation environnementale. La signature des actes officiels s'est déroulée à Metz en préfecture. Le début de la construction de la Gigafactory est prévu en 2026. Mauvaise nouvelle en revanche pour eux, dans 3 mois, leur activité va s'arrêter. C'est l'annonce choc qui a été donnée aux salariés sarregueminois de Packaging. Ils sont 50 à s'occuper de l'impression de notices pharmaceutiques et fin avril, ils perdront leur travail. Des raisons économiques sont avancées par le groupe autrichien auquel appartient l'entreprise. Plus vite, plus haut, plus fort. La devise olympique s'applique pour les gymnastes qui participaient ce week-end à Sarreguemines aux championnats départementaux. Ils profitaient de cette compétition de début de saison pour inscrire des points en vue de participer ensuite à des épreuves de plus haut calibre. Notre territoire regorge de pépites. Illustration à Sarreguemines lors de la 6e soirée Jeunes Talents organisée par le Lions Club. Une 50aine d'artistes en devenir se sont produits sur scène devant des spectateurs et un jury conquis et attentif. Bon anniversaire Eclipse! La chorale a fêté ses 40 ans là où tout a commencé pour elle, à Rallin, à l'occasion d'un grand concert donné dans l'église du village. Un moment riche en émotions et en souvenirs. Bonjour à tous et merci de nous retrouver en ce lundi 27 janvier. Une nouvelle semaine commence et elle sera, à n'en pas douter, riche en actualités et en découvertes. En ce premier mois de l'année, vous en avez l'habitude, en deuxième partie d'émission, nous aurons rendez-vous avec 2 nouveaux élus du secteur, les conseillers départementaux Evelyne Firtion et Jean-Claude Cunat. Ils feront le point sur des dossiers importants du canton de Sarreguemines en compagnie de Julia Bitran. Et on commence avec le dossier majeur du territoire, l'arrivée espérée de l'usine de fabrication de cellules et de modules photovoltaïques Holosolis. Ce projet vient de franchir une nouvelle étape. L'entreprise a obtenu en un temps record le permis de construire et l'autorisation environnementale. Julia Bitran a assisté vendredi après-midi en préfecture à la signature des actes officiels. Une double signature, symbole de franchissement d'une très grande étape. Vendredi après-midi, le préfet de la Moselle a accordé à Holosolis l'autorisation environnementale et le maire de Humbar a délivré le permis de construire. Tous les voyants sont au vert pour que l'Europol 2 accueille la Gigafactory de fabrication de cellules et panneaux photovoltaïques. Annoncé pour la première fois lors du sommet de Choose France le 15 mai 2023, le projet a avancé en un temps record. Cette double signature scelle la fin d'un long processus d'études, de concertation publique et de montage de dossiers. Nous sommes heureux et fiers que la Moselle soit aux avant-gardes de la transition écologique. Pendant des mois, le préfet de la Moselle a organisé et coordonné des comités de pilotage avec tous les acteurs liés au projet, réunis autour d'une même table pour faire avancer tous les aspects de ce dossier. Le rôle du représentant de l'État, la coopération avec la région Grand Est et l'implication de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence ont été déterminants pour faire aboutir le processus en seulement 7 mois. Je suis tout simplement heureux et c'est un ouf, oui, parce que bon, on arrive au bout d'une première étape qui est extrêmement importante. Il fallait 2 clés, je l'ai évoqué avant, donc le permis et puis l'autorisation environnementale. Ce sont 2 dossiers lourds qui demandent du temps en matière d'instruction. Il y a énormément de complexité, plus encore au niveau de l'étude environnementale que du permis de construire. Le site sera classé Céveso seuil haut, les autorisations sont là, mais le premier coup de pelleteuse ne sera pas pour demain. Ça va être l'équivalent de 18 terrains de foot. Ça va être l'équivalent de 18 stades, ce que l'on va construire. C'est vraiment très très grand. Le premier bâtiment, il fait 550 mètres de long, 125 mètres de large. L'autre, il fait 350 mètres de long sur 150 mètres de large. Ce sont des bâtiments colossaux dans lesquels il faut installer les panneaux. Et même si on construit les panneaux, il faut ensuite les faire certifier. Et ces délais de certification également sont longs. Et c'est la loi. Si vous construisez une voiture, vous ne pouvez pas construire votre voiture et la mettre directement sur la route. Il faut que la voiture elle fasse certifier, qu'elle fasse différents tests, et c'est exactement ce que l'on fait nous. Donc ce sont des projets qui prennent du temps. Prochaine étape, faire l'avant-projet détaillé avec un plan très précis des 180 000 m² de bâtiments. Une étude détaillée qui permettra ensuite de créer les appels d'offres pour la construction de l'usine qui devrait commencer en 2026, en même temps que les grandes campagnes de recrutement avec une montée en puissance progressive, à terme 2000 emplois. Les premiers panneaux solaires produits à Humbar sont espérés dès le début de l'année 2027. Mais la vraie problématique pour que le projet se concrétise, c'est le bouclage financier, 850 millions d'euros. Aujourd'hui, nous sommes en pleine levée de fonds de série A. Cette levée de fonds de série A sert à financer toutes les études dont je vous ai parlé qui vont être nécessaires pour le 2025.
Et aujourd'hui, nous sommes très très bien engagés par rapport à ça avec des investisseurs aussi bien français qu'internationaux. Donc nous avons également d'ailleurs aujourd'hui reçu une subvention supplémentaire de la part de la région Grand Est, dans laquelle nous sommes également extrêmement reconnaissants. Et on continue à avancer avec toutes les banques et tous les financiers. Donc la levée de fonds est en bonne direction. Pour lancer les travaux, il faudra un minimum de 200 millions d'euros. Oui. Tous les espoirs sont permis, la phase de formalité administrative étant bouclée, tous les regards sont désormais tournés vers Holosolis, il n'y a plus qu'à. Mauvaise nouvelle en revanche pour l'entreprise Packaging située en zone industrielle de Sarreguemines. L'usine qui imprime des notices pharmaceutiques doit fermer ses portes fin avril. Une décision prise par le groupe autrichien spécialiste mondial de l'emballage. Sur place, 50 emplois sont menacés. C'est un choc pour les salariés. L'un d'entre eux a accepté de témoigner anonymement. Comment vous avez appris finalement cette nouvelle de possible fermeture fin avril de Packaging ici à Sarreguemines? Écoutez, tout simplement, on est arrivé sur notre poste de travail le lundi 20 janvier. On est rentré dans la salle de réunion et à ce moment-là, le directeur a informé le personnel qui était présent sur le site, tout simplement, voilà, qu'il y aura un plan social économique mis en place avec une fermeture fin avril. Est-ce que vous vous y attendiez à cette nouvelle de fermeture possible ou... Personne ne s'y attendait, tout le monde était vraiment très très surpris. Le directeur a expliqué un peu pourquoi, sur la simple base qu'il y avait trop de pertes d'argent sur les années avant, des difficultés financières. Franchement, le personnel était très surpris parce qu'on appartient à un grand groupe quand même, avec plusieurs sites en France ou en Europe. Et donc, il est clair que le personnel a pris un coup de massue. Est-ce qu'il y avait déjà eu un ralentissement d'activité ces derniers mois? Pas du tout, sachant que l'année d'avant, il y a eu énormément d'heures supplémentaires de fête et que les gens travaillaient du lundi au samedi, voire des équipes de suppléance, et on ne s'y attendait vraiment pas. Et quelles sont un peu la réaction de vos collègues dans l'entreprise? J'imagine que vous n'avez pas tous le même âge dans l'entreprise. Non, pas du tout. Il y a plusieurs différents âges. Il y a des anciens, il y a des gens qui sont entre 35 et 45 ans. Il y a des plus jeunes, des intérimaires qui ont été vraiment abasourdis par l'annonce. Il y a eu des pleurs, bien sûr, ce que vous pouvez comprendre. Et tout à fait des gens qui sont carrément choqués, qui ne s'attendaient vraiment à ça et qui ont pris ce coup de massue, et c'est très très compliqué. Et après cette nouvelle, finalement, comment vous voyez la suite? Écoutez, pour le moment, je peux vous dire qu'on essaie de faire notre travail au mieux et l'annonce est en fait. Une cellule de psychologie, d'après ce qu'on nous a informé, est mise en place. Et bien sûr, on attend maintenant de savoir le projet social économique qui est mis en place et qui sera bien vu par le CSE et par les délégués syndicaux en place. Bon courage à eux. Les compétitions sont lancées pour la gymnastique artistique. Ce week-end au complexe Émilie-Le Pennec a eu lieu le championnat départemental individuel filles et garçons. Beaucoup de gymnastes de Sarreguemines ont trouvé le chemin du podium. Thibaut Desmerlet était sur place en tant que journaliste. Pour Justine Kopp, c'est le début du chemin performance pour espérer être qualifiée pour les championnats de France. Avec 3 autres de ses camarades, elle a participé au championnat départemental individuel de gymnastique artistique. Elle pratique ce sport depuis ses 2 ans et s'entraîne 5 fois par jour. Elle est plutôt satisfaite de son passage sur les agrès. En vrai, je me suis plutôt bien sentie. Après, il y a quand même des erreurs. Mais dans l'ensemble, en vrai, j'ai pris du plaisir à faire ma compète et on fera mieux quand même les prochaines fois, mais ça va pour une première. 4 agrès étaient au programme, la poutre, le sol, les barres asymétriques et le saut. L'occasion de cumuler des points pour se qualifier le plus loin dans la compétition, interdépartementale, Grand Est, puis le championnat de France. Une fois que les 4 filles sont passées sur tous les agrès, c'est l'heure du bilan. On a eu des choses positives et des choses un petit peu plus difficiles. C'est la première compétition de la saison, donc il faut le temps de se lancer. Pendant tout le week-end, les catégories se sont succédées. Une trentaine de gymnastes filles et une dizaine de gymnastes garçons de la SOGIM Sarreguemines ont participé. Joyce Cana a dû s'arrêter à mi-parcours suite à une blessure à la cheville, mais elle est déjà qualifiée pour les championnats de France élite. À la fin de la compétition, 30 gymnastes sarregueminois ont une place sur le podium. Justine Kopp a terminé 2e de sa catégorie.
Difficile de faire un choix lorsqu'il n'y a que des bons participants sur scène. Le jury de la 6e édition de la soirée Jeunes Talents du Lions Club avait la lourde tâche de désigner les gagnants de chaque catégorie. Thibaut Desmerlet s'est glissé dans les coulisses au moment des délibérations. Regardez. C'était naturel, en fait ils jouent avec nous et puis bon ils ont vraiment imité des trucs, on voyait les personnages quoi, quand ils il y avait le bonhomme avec la mère là, du coup on voyait vraiment, après le pauvre parce que Paul franchement Feido c'était super bien joué là. Oui, c'est vrai. La présidente du jury Marina D'Amico et les 6 autres membres se regroupent en petits comités. Ils vont désigner avec plus ou moins de facilité les premiers de chaque catégorie de la soirée Jeunes Talents du Lions Club de Sarreguemines. Au total, c'est plus de 50 jeunes qui étaient sur scène avec de la danse, du théâtre, de la musique et plusieurs catégories d'âge pour le chant. Ah bah la soirée, moi je mets un 10 sur 10, hein. C'était vraiment pépite, parce que tout le monde était incroyable, vraiment. Certains participants et participantes sont des élèves de Marina D'Amico ou encore de Claude Chu, un autre membre du jury. La tâche est plus compliquée pour juger. Forcément il y a l'affect qui prend le dessus, donc on n'est pas forcément toujours très bon pour noter ses propres élèves, mais par contre là ce soir j'ai laissé la parole aux autres. J'ai donné mon appréciation comme je l'ai fait pour tout le monde, mais je n'ai pas procédé à des notations. De base, on n'avait pas le droit de voter pour nos élèves, mais il est clair qu'on a quand même un avis et tout ça. Moi, je juge comme si c'était des personnes que je ne connaissais pas. J'essaye d'oublier les séances qu'on a fait auparavant et je juge uniquement la prestation présente. À chaque catégorie sa liste de critères, chaque membre du jury n'est pas forcément spécialisé dans tous les domaines. Alors ils se réfèrent à chaque point défini entre eux, mais pas que. Moi je me suis laissé embarquer un petit peu comme si j'étais spectateur et pas juré. Et j'ai voté avec mon cœur. Les bénéfices seront reversés à l'association Enfants Cancer et Santé Grand Est. Les gagnants de chaque catégorie ont reçu un chèque de 150 € et plusieurs autres cadeaux des partenaires de la soirée. Dans la catégorie chant 9-12 ans, c'est Victoria Husson. Dans la catégorie chant 13-15 ans, c'est Élodie Lette. Dans la catégorie chant 16-21 ans, c'est Cathy Louvéder, avec un coup de cœur du jury qui était Lisa Verkel. Pour la danse, c'est le groupe M-Oxy Dance. Dans la musique, c'est Mounir Saraoui au piano. Et enfin le théâtre, c'était le duo Gaspard Dohan et Hugo Firlin, les fameux jumeaux. Je fais mes emplettes. Oui, je viens d'acheter 2 melons de Cavaillon, 7 €. 7 €. Tu te rends compte? 7 €. 2 melons, 7 €. 7 €. Tu te rends compte? 7 €, vous vous rendez compte? Remarquez, c'est toujours moins que 200 millions d'euros. On reste dans le domaine artistique avec le concert grandiose offert à son public par la chorale Eclipse. L'ensemble vocal a fêté ses 40 ans à l'église de Rallin, le village où il est né. Thibaut Desmerlet était sur place. La chorale Eclipse a emmené le public dans une grande aventure musicale qui a retracé ses 40 ans d'existence. L'ensemble vocal a organisé son concert jubilé à l'église de Rallin qui a fait salle comble. Plus de 35 chants, 65 choristes adultes et enfants, la chorale s'est entraînée soigneusement pour cet événement. Beaucoup d'émotions ce soir, on s'est donné à fond pour préparer. Bon, il y a eu une bonne séance de grippe, mais me voilà quand même sur pied. Et je suis vraiment contente de pouvoir partager ce moment avec l'ensemble de mes choristes et musiciens. C'est en 1984 à Rallin que tout a commencé. Au départ, l'ensemble s'appelait la Chorale des Jeunes de Rallin et ne comptait qu'une dizaine de choristes avec Katia Faillet à sa tête. Aujourd'hui, c'est le retour aux sources. La chorale a beaucoup évolué. Plus le temps avance, plus c'est spécial. Des chorales qui ont 40 ans d'années, enfin d'ancienneté, il n'y en a pas beaucoup sur le secteur. L'ensemble des bénéfices de l'événement sera reversé à l'association Laura, les couleurs de la vie.
Elle aussi aime chanter, notre Miss Météo Sandrine Serbino. Écoutons-la nous présenter les prévisions pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain matin on pourra profiter de quelques éclaircies mais ce ne sera que de courte durée puisque les nuages et les averses seront de retour dès le début de l'après-midi. Côté température, elles tourneront autour des 6 à 7 degrés. Demain nous fêtons les Thomas et il fera jour de 8h07 à 17h22. Passez tous une belle journée et à demain. À toutes les filles que j'ai aimées avant. Retrouvez Didier Barbelivien en concert à l'espace Cassin de Beach, samedi 1er février à 20h30. Réservez vos places sur www.product-son.fr ou auprès des points de vente habituels. J'ai toujours un peu peur que les appareils ne soient pas adaptés à mon oreille et qu'au final, ça me gêne dans la vie de tous les jours. Avoir des appareils auditifs sur mesure, c'est tout à fait possible. Grâce à l'autoscan, nous modélisons en 3D votre oreille pour que votre appareil épouse parfaitement les formes de votre conduit auditif et vous offre un confort optimal. Le contournement sud de Sarreguemines, l'avenir du parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim, voici quelques-uns des dossiers chauds évoqués dans l'interview qui va suivre. Julia Bitran a interrogé Jean-Claude Cunat et Evelyne Firtion, les conseillers départementaux du canton de Sarreguemines. Aujourd'hui, c'est le binôme du canton de Sarreguemines qui est face à l'objectif. Evelyne Firtion, Jean-Claude Cunat. Tout d'abord, meilleurs vœux de la part de toute l'équipe de Mosaïque Cristal. Merci. Bonjour et merci. Avant de parler de cette année 2025, je voudrais qu'on revienne sur 2024. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je commence. Il y a plein de choses, hein, mais je pense que la chose qui a marqué un petit peu tout le monde aussi, c'est quand même le passage de la flamme des Jeux Olympiques sur Sarreguemines. Alors pour rappel, il fallait être labellisé Terre de Jeux, donc ce qui était le cas pour le territoire de Sarreguemines. Et au départ, normalement, le président avait prévu de faire passer la flamme par territoire, un passage par territoire. Donc il y avait Meisenthal qui était tout de suite retenu. Et bien sûr, Sarreguemines, on a fait une exception parce que Sarreguemines, avec tous les grands sportifs que nous avons ici, a aussi eu cet honneur d'avoir le passage de la flamme. Donc moi, ça m'a marqué parce que ça a fédéré énormément de monde déjà sur place. Hein. Et puis, c'est resté un moment inoubliable, c'est reconnu mondialement, tout le monde a pu avoir le focus sur Sarreguemines, donc ça c'était très important. Et vous, Jean-Claude Cunat, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Évidemment, année olympique, on ne peut que souscrire et puis rejoindre ce propos. Je dirais que si je prends la ville de Sarreguemines, peut-être plus spécifiquement, beaucoup de manifestations, les commémorations de la libération à Sarreguemines et ailleurs, qui sont encore en cours d'ailleurs, puisqu'on est sur une période historique. Donc la mémoire est importante, je crois, aujourd'hui, concernant ces périodes plus sombres de notre pays, vécues par notre pays, avec un libérateur, dont on parle beaucoup d'ailleurs en ce moment. Donc c'était aussi cet événement quand même fort qui existe sur le territoire, cette organisation de manifestations, de parcours mémoriels. Je pense que ça montre aussi indirectement ou directement une forme de dynamisme et de volontariat, de volonté de couvrir le territoire au mieux et d'animer les habitants d'une forme de bien-être et d'âme. Et au niveau politique départemental, quel a été à vos yeux le plus gros dossier? Vas-y. Alors, pourtant, ma collègue qui est présidente de la commission des sports, pour rejoindre son propos, je pense que ça a été le plus gros dossier cher à notre président. C'était quand même le dossier olympique, hein, je crois, puisqu'il faut quand même rappeler qu'il est vice-président des départements, qui était en charge plus spécifiquement, qui fait partie du comité olympique. Et donc, ça a été, pour le département, cette volonté, c'est l'accueil de pas moins de 10 délégations étrangères au niveau des Jeux olympiques. Donc, un rayonnement, je crois, important
important pour le département de la Moselle, avec des retombées dont on espère voir encore les effets maintenant dans les mois, les années à venir. Il me semble que c'est quand même quelque chose d'assez considérable, d'autant que nous étions dans le top 5 des départements investis au niveau de cette année olympique. Mais alors justement, vous n'arrêtez pas de le dire, le département s'est fortement impliqué pour Paris 2024, dans le sport aussi de manière générale et tout particulièrement en 2024. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui en Moselle de l'esprit post-olympique ? Alors justement, on parle de l'héritage. Alors on était en réunion ce matin avec le président qui nous a annoncé qu'au niveau de l'État, l'héritage normalement c'était pour tout le monde, hein, tous les départements qui ont accueilli justement la flamme ou des grands sportifs pour les entraînements. Il y aurait une coupe dans le budget de 30% par rapport à cette fameuse directive héritage, ce qui ne sera pas du tout le cas en Moselle parce que nous au contraire on va dédier 2 millions d'euros pour les associations, les sportifs. On veut absolument continuer à mettre en avant tout ce qui est paralympisme et remettre en avant justement les associations qui ont beaucoup œuvré pour ces préparations des Jeux. Donc nous, en aucun cas, on va tailler dans le budget à ce niveau-là. Au contraire, on va l'encourager parce qu'il est important de justement continuer à mettre en avant tous les acteurs qui ont fait briller, rayonner et la France, et la Moselle, et notre territoire. Et malgré tout, l'État impose à toutes les collectivités des coupes budgétaires. La consigne, le mot d'ordre, c'est vraiment de faire des économies. Alors comment ça va se traduire du coup pour le département de la Moselle ? Dans quel domaine va-t-il y avoir des coupes budgétaires ? Alors là, la question est posée un petit peu tôt parce qu'on aura une orientation budgétaire à partir de lundi prochain et on aura un vote du budget à partir de la prochaine réunion trimestrielle. Il n'est pas question pour l'instant justement de tailler dans le budget. Encore aujourd'hui, le président nous a rassurés sur notre dispositif d'aide à l'aménagement du territoire. On reste sur notre enveloppe annuelle de 25 millions d'euros. Le dispositif arrive à sa fin, c'est la dernière année là, pour 2025. Donc les dossiers qui seront en cours, même en 2026, à partir du moment où ils ont été actés et votés en 2025, on continuera à payer. Donc on reste sur notre enveloppe de 25 millions. Donc pour l'instant, il n'est pas question de faire des coupes de budget. En tout cas, dans des domaines bien précis d'aide à l'aménagement du territoire, le sport, la culture, au niveau des pompiers non plus, hein, il n'y aura pas de taille là-dedans. Donc pour l'instant, on ne peut pas vous en dire beaucoup plus parce qu'on ne le sait pas, il faudra qu'on en délibère en assemblée. Mais il faudra malgré tout faire des économies. Alors ce dispositif dont vous parliez à l'instant, il a permis par exemple d'aider à financer quoi ? Alors là, vous voyez, vous faites le tour dans toutes les communes. Hein. Alors on peut dégager, je regardais un petit peu, si on prend tous les éléments budgétaires, alors Ambition Moselle plus projet structurant territoire, on est à peu près sur le canton pour l'année 2024 à 1,8 million de subventions données. Le dispositif Ambition Moselle, pour citer des exemples tout à fait concrets, c'est 420 000 euros sur la place du marché de Sarreguemines, 450 000 euros sur la Maison des Arts à Rémelfa, des 250 000 euros sur des rénovations énergétiques, puisque dans ce plan Ambition Moselle figure un certain nombre de critères, dont la transition écologique évidemment fait partie, le Bliss Park évidemment qui est en cours de construction. Donc, les équipements sportifs aussi, dans des voilà, communes, à tous les niveaux. Les enfouissements de réseau aussi, il y a des communes qui veulent refaire des portions de route et ils en profitent justement pour faire des enfouissements de réseau. Plus effectivement tout ce qui est l'entretien des routes, parce que l'entretien des routes c'est quand même quelque chose qui est important pour la sécurité des usagers et ça représente à peu près dans le budget, il faut quand même le noter, 50 millions d'euros. Alors il y a l'entretien mais il y a aussi potentiellement la création. Jean-Claude Cunha, vous allez rire parce que c'est une question que je vous pose tous les ans. Vous me la faites à chaque fois. Je désespère d'avoir un jour une réponse positive. Oui. Mais vous êtes membre donc de la commission infrastructure, mobilité, construction, transition numérique. Et dans le canton de Sarreguemines, entre l'arrivée annoncée d'Olosolis avec quelques 2000 emplois qui doivent être créés à Ambar, avec aussi le début de la réhabilitation de l'ancienne friche des faïenceries. Tout ça, on se dit que ça va engendrer encore plus de circulation, encore plus de bouchons. Alors, est-ce qu'on a encore le droit de rêver un jour au contournement sud de Sarreguemines ou bien il est définitivement enterré ? Alors, vous me posez la question à moi, je ne suis pas le seul, évidemment, dépositaire de tout cela. Voilà, nous avons... Alors, évidemment, personne ne peut douter de notre énergie, mais je comprends nos téléspectateurs si à un moment ils se disent encore des politiques qui nous font des effets d'annonce et qui nous promettent. Donc, effectivement, il ne faut pas le nier. Sud, ça fait 30 ans qu'on en parle.
Vous, plus. Vous êtes même généreuse parce que je pense qu'on peut rajouter encore 10 et 40 à 50 ans d'évocation de ce projet routier. Et donc, alors, c'est pour 2025 alors, nous, en tout cas, on le martèle auprès de notre président, mais évidemment, la réponse qu'on a aujourd'hui, c'est... Alors, il faut savoir que c'est un projet aujourd'hui qui est estimé à quelques 100 millions d'euros actuellement. Donc, on s'aperçoit que, évidemment, vu le contexte budgétaire, c'est compliqué. Mais notre argument nous force, c'est de dire, d'une part, on a la déviation de Bousvillers qui se fera, mais qui est beaucoup moins coûteuse, mais qui, si elle se fait, va accentuer l'embolisation du trafic. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter, nous, comme élus du territoire, parce que c'est à nous qu'on s'adresse. Hein. Et puis, voilà, tout à fait. Et puis, il y aura peut-être la nécessité qui fera loi, et c'est peut-être le pouvoir économique qui sera peut-être plus puissant encore que le nôtre. C'est l'arrivée, évidemment, de la Gigafactory Olosolis, hein, avec 1800 personnels. Moi, j'avais soufflé un jour au PDG de Olosolis, M. Jan Jacob Ziegers, qu'il fallait qu'il convainque notre président qu'effectivement, s'il voulait des salariés à l'heure, il faudra aussi que l'infrastructure routière le permette. Parce que même si on parle de relance du réseau ferré, de la voiture, l'automobile reste encore quand même, à mon sens, un mode de déplacement qui a encore de longs jours devant elle, même s'il faut favoriser les aires de covoiturage, il faut inciter les gens à mieux rouler, à ne pas se déplacer peut-être seul dans une voiture, effectivement, mais il me semble que les infrastructures... Donc on y travaille, mais je comprends que nos téléspectateurs puissent dire aujourd'hui, écoutez, qu'ils arrêtent de nous le dire, et moi je n'ose plus en parler non plus. Vous reposez la question régulièrement, donc on y répond sans faire de galipette, de pirouette, c'est vraiment un petit peu, quelque part, la réalité budgétaire. Mais pour terminer là-dessus, parce que c'est quand même un sujet important, il faut saluer l'action du maire de Sarreguemines aussi, puisque en sa qualité de conseiller régional, une étude a été relancée pour justement argumenter sur la pertinence et l'urgence peut-être aujourd'hui de réfléchir à ce projet. Si je peux me permettre de compléter, c'est vrai que c'est un dossier qui a plusieurs tiroirs. Les besoins, les réponses d'hier ne sont plus les mêmes aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une contrainte économique, une contrainte écologique aussi. Hein. L'écologie n'était pas aussi pertinente il y a 40 ans que maintenant. Et puis, c'est vrai qu'il a été demandé, parce que le président a dit nous, seuls, le département, on ne pourra pas le faire. Il y a eu une participation qui a tout de suite été évoquée par la CASC. Et puis, on demande évidemment à la région. C'est vrai que mon collègue l'a souligné, lors de l'Assemblée générale de l'Amicale des maires ruraux de Moselle, il y a la première vice-présidente de la région qui est venue s'expliquer, Valérie Debord, et qui a parlé justement de cette étude qui doit être lancée là. Donc bon, nous on a déjà fait des études au niveau départemental, ils veulent faire leurs études, mais c'est vrai que l'économie, enfin le secteur a pas mal bougé. Et puis bon, à savoir si la région participera aussi à ce projet. Et l'État, moi j'avais posé la question au préfet il y a 3 ans, il nous avait répondu non, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a une aide de l'État pour l'installation d'une Gigafactory, on peut aussi se poser la question pourquoi l'État ne participerait pas aussi pour que justement les salariés puissent arriver à l'heure à l'usine. Voilà. Pour résumer tout à fait la question, aujourd'hui le département pourrait éventuellement faire, il ne peut pas faire seul. Ça c'est clair qu'aujourd'hui 100 millions d'euros sur une infrastructure, sur un territoire donné, ça n'est pas possible, c'est pas entendable. Il ne pourra pas faire seul. Donc aujourd'hui la solution elle est de chasser en meute, hein, si j'ose dire, et de rassembler dans une conférence des financeurs, pourquoi pas, la réflexion sur ce projet qui s'impose à mon sens, à notre sens, enfin, en tant qu'élu du territoire. Tous les ans on pose la même question, on évoque mais aussi on peut sujet, pardonner effectivement ceux qui écoutent, qui nous regardent et qui nous écoutent, de dire écoutez maintenant c'est bon, n'en parlons plus, et je comprends, mais notre volonté reste intacte. Pour les habitants du canton, la première porte d'entrée du département, c'est la maison du département, à Sarreguemines. Est-ce que, à vos yeux, elle remplit pleinement ses missions, et est-ce que les habitants ont pris le réflexe de pousser cette porte ? Alors peut-être que cette maison du département est encore méconnue, et pourtant il est vrai qu'elle est quand même accessible parce qu'elle est quand même située au centre-ville de Sarreguemines. Tous les services sociaux de solidarité y sont présents, ce qui n'était pas le cas avant la territorialisation. Hein. Avant, certains administrés devaient aller jusqu'à Metz pour trouver des services. Là, il y a tous les services possibles. Nous, on relaye l'info. Dans Moselle Info, il y a quand même aussi régulièrement, je pense, des indications à ce niveau-là. Et alors, savoir si tout le monde connaît cette maison, je ne sais pas. Moi qui suis conseiller départemental depuis maintenant presque pas tout à fait 15 ans, j'ai connu la maison du département comme une coquille vide.
C'est vrai que c'était un équipement qui avait été conçu, il avait le mérite d'exister. On avait énormément de place. Aujourd'hui, il y a tellement d'activités que même nous, d'ailleurs, n'avons pas de bureau. Pour recevoir, on demande ça et là la mise à disposition d'une salle ou d'un petit bureau. Donc, on a vu au fur et à mesure cette maison se remplir. Et ce que disait Evelyne est juste, c'est que je pense que la politique de territorialisation du département, c'est-à-dire qui a visé à amener la proximité sur les territoires, notamment dans le domaine social, je pense qu'aujourd'hui, elle paye. Les gens commencent à connaître. Ce n'était pas le cas au début, mais pour un dossier MDPH, pour un dossier sur l'autonomie, pour un dossier d'accompagnement sur les aides sociales, je crois que les gens commencent à avoir le réflexe. Nous, on le sent parce que moi, je le sens un petit peu moins dans les permanences. Je crois que les gens ont ce réflexe d'aller voir tout de suite les techniciens, ce qu'il faut faire, parce que nous, les élus, nous écoutons, nous transmettons aux techniciens, et puis nous appuyons si on peut appuyer. C'est pas nous qui montons les dossiers, il faut le rappeler aussi. Mais je pense qu'actuellement, il y a quand même une bonne prise de connaissance. La maison, elle est bien occupée. Enfin, on est passé d'une coquille qui était relativement vide il y a une dizaine d'années à aujourd'hui. D'ailleurs, je crois qu'on manque même de place parce que les services, les centres, ce qu'on appelle les centres Moselle Solidarité, il y a la maison de département aussi, et puis il y a Beach qui a été créé aussi. Faut mettre en regard d'ailleurs cette politique de solidarité pour revenir aux routes avec les unités territoriales aussi techniques, puisqu'on en a une grosse à Rémalfin, qui vise à vraiment amener le service du département au plus près du citoyen. Alors revenons au social. Parmi ses missions, le département a la responsabilité du financement du RSA. Et depuis le 1er janvier, les bénéficiaires du RSA sont automatiquement inscrits à France Travail et doivent effectuer 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire pour pouvoir percevoir leur allocation. À vos yeux, ça change quoi ? Moi c'est vrai que je participe régulièrement aux commissions RSA. Je laisse la parole à Evelyne. Ça change quoi ? Je pense que pour remettre le pied à l'étrier, il faut revenir dans le monde du travail. Malheureusement, parfois, il y a une espèce de routine qui s'installe dans l'inactivité. Et quand on voit que ça concerne des jeunes gens, à partir de 25 ans, le RSA, même plus tôt quand ils sont déjà en charge d'une famille, il faut absolument les éloigner de cette routine. Il faut trouver du travail, tout simplement. Et le fait d'être... découvrir tout simplement peut-être aussi une activité à laquelle le bénéficiaire n'aurait pas pensé. Donc je pense que c'est une bonne chose. Moi, à voir si ça marchera. De boutade, je vous dirais que le revenu de solidarité active, le A, c'est pas automatique. Ça veut dire aussi que quelque part, quand la collectivité fait quand même l'effort d'accompagner, et on a besoin, on a aujourd'hui des tranches de population qui ont besoin d'être accompagnées, d'être soutenues, mais peut-être faut-il réfléchir aussi à l'effort qu'on peut éventuellement demander, qui est un effort positif, parce qu'effectivement, ramener quelqu'un sur l'activité, c'est lui donner davantage de chances d'une insertion professionnelle pour la suite. Donc le laisser dans l'inactivité serait et je crois que depuis quelques années, et là c'est Evelyne qui va souvent aux réunions, notre président avait souhaité instaurer un dispositif qu'il avait appelé le RSA juste droit, c'est-à-dire visant à examiner tous les dossiers pour bien vérifier que tous les bénéficiaires respectaient aussi. Et on s'est aperçu, mais là Evelyne le dira mieux que moi, que certains ne répondaient pas aux obligations, n'allaient pas pointer à France Travail, parce qu'il était Pôle emploi, etc. Ça n'est pas acceptable. À un moment, il faut aussi qu'on ait une demande de retour, quelque part, de l'effort qui est fait, qui est quand même l'argent de tout un chacun, des contribuables que nous sommes tous. Donc il y a des sanctions qui sont prises quand il n'y a pas réponse à un rendez-vous, un stage qui est proposé. Après, le bénéficiaire peut se justifier. Parfois, il y a un problème de maladie, etc. Mais quand il n'y a pas de justificatif, il y a une sanction qui est prise. Parlons culture à présent, et notamment culture. Dans le canton de Sarreguemines, il y a un site emblématique du département, c'est le parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Comment se porte-t-il et quels sont les projets sur ce site ? Alors, je crois que c'est un des sites qui ne se porte pas le mieux. C'est vrai qu'il est un peu méconnu, même parmi les habitants de l'arrondissement. Quand il y a les activités, les manifestations Vita Romana, ça ne draine pas autant de monde que souhaité. Alors c'est vrai qu'il y a aussi les aléas climatiques. Quand il y a un temps qui n'est pas terrible, c'est sûr que ça attire un peu moins de monde. Il y a une grosse question sur ce site qui malheureusement, on le sait, est magnifique, mais malheureusement ça n'attire pas assez. Le problème de la restauration pose problème aussi. C'est vrai que c'est un peu dommage de pouvoir profiter d'une visite et de ne pas pouvoir se restaurer sur place. Sauf quand il y a les manifestations Vita Romana.
Il y a des réflexions, d'ailleurs on a une réunion à la fin du mois avec les sites Passionnément Moselle, donc là encore je pourrais vous apporter des éléments de réponse plus tard, mais bon voilà, c'est vrai que c'est pas un site, c'est pas le seul qui se porte pas très bien, il y en a d'autres qui sont un peu moins bien fréquentés aussi. N'empêche que pour Bliesbruck, je pense peut-être les chances d'une dynamisation, mais c'est déjà en route depuis quelques années, c'est aussi de jouer l'aspect transfrontalier, puisque nos voisins de Rheinheim ont aussi leur site, et aujourd'hui il existe une association de gestion, qui est une association de droit français, mais qui est une association de gestion justement du transfrontalier sur cet aspect de ce site, qui est quand même, je pense, un joyau qu'il faudrait un petit peu plus mettre en valeur, mais c'est compliqué. Il est en bout de, il est Vita Futura, oui, qui est il est un peu en fond de vallée, il est sur la frontière, et puis effectivement, y compris nos concitoyens du territoire, je suis convaincu, ne le connaissent pas tous parfaitement non plus. Il y a encore des efforts de communication, de promotion à faire sur cette question-là. Tout autre sujet, Evelyne Firtion, vous êtes aussi vice-présidente du SDIS 57. Tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y aura pas de coupe au niveau de coupe budgétaire pour les pompiers, mais comment se portent les effectifs des sapeurs-pompiers? Parce qu'on dit souvent que c'est difficile de recruter, que les casernes ne seront pas forcément au complet. Alors, on va comment au Moselle du côté des pompiers? Ça va pas si mal. Alors, il y a des concours qui sont organisés régulièrement pour les pompiers qui veulent devenir professionnels, les concours de caporaux. Il y en a encore un qui va être organisé cette année. Bon, souvent, je suis retenue comme jury de concours, donc je peux en parler aussi. Oui, effectivement, on cherche à recruter, mais là encore, je crois que c'est un secteur, comme dans beaucoup de domaines, où on peine à recruter aussi. Ça va quand même, parce que finalement, on a quand même un atout. C'est qu'au niveau de la commission que je préside, donc c'est la commission féminisation, j'étais venue vous en parler, où ça a bien progressé. On arrive à un taux de un peu plus de 20% qui est égal au taux national. Après, on ne cherche pas à avoir une parité parfaite, mais il suffit maintenant de pérenniser ce taux-là. Cette commission est en charge aussi de la jeunesse et de l'enseignement. Donc la jeunesse, c'est tout ce qui est JSP et cadets de la sécurité civile, et l'enseignement aussi, donc avec les cadets. Et alors là où on espère avoir des recrues, et il y a déjà un petit peu un retour, au départ, il y a quelques années, il avait été demandé au niveau des départements de mettre en place une classe de cadets de la sécurité civile par collège. Notre président a dit non, une classe c'est pas assez, nous on va mettre une classe par collège. On arrive 5 ans après, on arrive à la rentrée là, 80 classes de collège dans les 90 collèges publics de la Moselle. Donc à la rentrée prochaine, on arriverait certainement à 100% de couverture. Ces cadets qui font donc, c'est en classe de 6e, qui font cette formation de citoyens, enfin de citoyenneté et de premiers gestes qui sauvent, on a déjà 30% qui arrivent à devenir JSP. Et donc après, ça suit. Les JSP, après, on espère pouvoir leur faire passer, les faire devenir sapeurs-pompiers volontaires. Après, on sait qu'on a une petite perte, puisque quand ils sont étudiants, ils partent, et puis, ou alors ils deviennent pompiers dans un autre département, ou alors ils reviennent plus tard. Alors on voit qu'il y a une petite perte aux alentours des années, des 18 ans jusqu'à 25-30 ans. Et après, 30 ans, quand on est un peu plus installé dans la vie, on peut redevenir pompier. Enfin, ils cherchent à redevenir pompier. Donc finalement, c'est assez fluctuant. On arrive quand même à un taux, on est à 5000 pompiers en Moselle, donc tout confondu, professionnels et volontaires, donc ça va encore. Et alors vous, au niveau des départements, vous êtes présidente de la 5e commission Culture, Sport, Vie associative, Jeunesse, Conseil départemental des jeunes, Mémoire patriotique, Citoyenneté, Gens du voyage, Sécurité, Relations, Instances militaires. C'est un peu un inventaire à la Prévert, donc on ne va pas pouvoir parler de commission très importante. Il y a énormément de choses. Oui. Mais par exemple, la Moselle fait partie des départements qui ont vécu de nombreuses situations compliquées avec les gens du voyage. Il y a eu notamment des installations illégales, des dégradations, il y a des altercations, y compris avec des élus. Est-ce que la situation va s'améliorer? Alors là, c'est tout frais finalement, parce que la dénomination de cette commission a été modifiée après l'introduction d'un nouveau vice-président qui est justement en charge de cette partie-là. Donc sur ce thème-là précisément, je n'ai pas encore de retour, ça s'est mis en place il y a quelques temps, mais on peut lui faire confiance, c'est notre collègue du Saulnois, Gaëtan Bénu-Minorel, qui est un ancien de la police nationale. Donc je pense qu'il saura, il a pris très à cœur d'ailleurs cette vice-présidence, et on aura des retours très très prochainement. Alors vous, personnellement, sur quel dossier allez-vous particulièrement plancher en 2025 ?
il n'y a pas de dossier particulier dans le contexte dans lequel on est. On va continuer à accompagner évidemment les territoires, les communes qui ont encore les moyens, parce qu'il faut le souligner, parfois, à un moment où on avait craint que notre enveloppe ne soit pas suffisante pour aider les communes, on s'aperçoit que finalement on devrait arriver en fin de dispositif au 31 décembre 2025, cette année, et on a normalement encore de quoi accompagner. Donc c'est accompagner toute commune qui a encore des projets, et il y en a encore quelques-uns, je crois, dans les cartons. On a encore eu des appels. Il y a quand même des, pardon, je te coupe, mais il y a encore des EPCI qui n'ont pas demandé, en Moselle, qui n'ont pas demandé de dossier du tout. Donc il y en a qui sont juste gestionnaires, mais qui n'investissent pas. Nous, on a encore la chance d'avoir justement un territoire qui investit. Voilà. Et puis, oui, de manière générale, je pense que c'est l'accompagnement au quotidien. C'est pas nécessairement des projets pharaoniques. Il y en a eu. On parlait du Blitzpark tout à l'heure, qui est quand même un beau projet au niveau équipement sportif. Mais aujourd'hui, c'est surtout ce qui prime. Je pense que nos concitoyens, on l'a bien vu dans les urnes au mois de juillet dernier, ils ont besoin de proximité, de concret. On n'a pas besoin de grande emphase. Je crois qu'il faut être présent, il faut pouvoir répondre. Je crois que c'est un petit peu notre marque de fabrique. On répond au quotidien, nous, aux demandes. Je crois que c'est déjà en soi une façon cohérente de travailler, sans nécessairement, évidemment, puisque quand on a des ambitions, il faut aussi avoir le porte-monnaie en regard. Je crois que partout, tout le monde s'accorde à dire que c'est compliqué. Donc, travaillons au quotidien avec l'espoir et la confiance, évidemment, en l'avenir. Toujours en binôme et dans la complémentarité? Oui, jusqu'à présent, c'était le cas. On réaffirme notre unité de binôme. Je pense qu'on a trouvé un mode de fonctionnement aujourd'hui, puisqu'il faut quand même rappeler que ça fait 10 ans cette année. Ça fera 10 ans tout juste d'ailleurs. Et je pense qu'on a trouvé, pour ce qui nous concerne, parce que vous avez X binômes, ils ont tous fonctionné de façon différente. On a toujours pris le parti de traiter les dossiers en commun, de ne pas territorialiser, de se déployer sur le canton, alors parfois l'un, parfois l'autre. C'est pas systématiquement toujours ensemble, mais ce qui est pratique, c'est que parfois ce que ne peut pas faire l'un, l'autre le fait. Enfin, il nous semble que notre mode de fonctionnement répond, en tout cas aujourd'hui, honorablement. On ne va pas se faire d'autosatisfaction parce que c'est pas bien de le faire comme ça, mais répond, je pense, un petit peu aux attentes, qui sont des attentes souvent très concrètes. Et bien pour finir cette interview, je vous propose de vous adresser directement aux téléspectateurs de Mosaïque Cristal pour leur présenter vos vœux. Qu'est-ce que vous leur souhaitez pour 2025? Donc c'est là que je regarde. Donc c'est vrai qu'on est encore dans les temps, on est à la fin du mois, mais voilà. Alors moi déjà une pensée pour les habitants de Mayotte. Je sais qu'aujourd'hui ils ont fait leur rentrée scolaire, ils reprennent tout doucement le cours de leur vie. Alors avoir une pensée c'est bien, mais alors au département on a des pensées pour ceux qui sont en difficulté, mais comme on est en plus dans notre politique de solidarité, le président nous a annoncé tout à l'heure que nous allons apporter une subvention de 50 000 €. C'est à la hauteur de pas mal de départements qui participent au même montant. Donc voilà, une action pour eux, pour les aider à se reconstruire. Donc déjà, voilà, ça je voulais dire pour cette année qui va s'annoncer, j'espère, un peu plus sereine pour eux. Et puis pour plus proche de nous, donc à tous les habitants du canton et du territoire, moi je voudrais vous souhaiter tout simplement une très belle année avec une réussite personnelle, professionnelle. Et puis ce qu'on oublie parfois aussi, c'est de pouvoir bénéficier, profiter de petits moments de partage en famille, avec les amis. Voilà, tout simplement. Et vous, Jean-Claude Cunat, qu'est-ce que vous avez envie de leur souhaiter aux téléspectateurs? C'est à moi. Souvent, moi, j'ai écrit des messages où je disais à mes interlocuteurs les années se suivent et se ressemblent. Malheureusement, c'est un peu dommage. Il faudrait que 2025 ressemble un peu moins à 2024 parce que ça a été une année assez tourmentée. Elle l'est au niveau national, elle l'est au niveau international. Je crois qu'il faut appeler à davantage. Alors, on parlait de solidarité. Je crois qu'effectivement, c'est un peu notre marque de fabrique, le département. Il faut appeler tout un chacun à de la solidarité, à de l'écoute, à du dialogue mutuel. Je crois que c'est par là qu'on passe. On a vu qu'il y a une grande insatisfaction. Je crois savoir que les politiques, pourtant nous sommes de modestes politiques locaux, ne sont pas toujours bien perçus. C'est dommage parce qu'il faut retrouver confiance et il faut aussi ne pas attendre tout. Il faut aussi contribuer à l'effort, se montrer davantage citoyen, avoir moins d'individualisme. Je crois qu'il y a beaucoup de bonnes résolutions qui sont à prendre pour cette année et puis pour les années suivantes. En tout cas, en tout état de cause, on ne peut que souhaiter une très bonne année à tout un chacun et puis surtout avec un facteur
facteur qui, évidemment, c'est très banal de le dire, mais qui est important, c'est la santé, préserver, conserver, surveiller. Je crois que c'est la condition pour évoluer positivement dans nos vies que nous avons tous et dans nos soucis au quotidien que nous avons à gérer. Voilà, très bonne année.